Vous vous êtes déjà senti complètement piégé, encerclé de tous les côtés, avec tout le monde qui vous dit que c'est fini, cette sensation que peu importe ce que vous faites, les chiffres sont contre vous et la défaite est inévitable. La plupart des gens abandonnent à ce moment précis. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de renverser la situation même quand tout semble perdu, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un homme a transformé le plus grand piège de sa vie en la victoire la plus impossible de l'histoire médiévale. Et le plus incroyable, les principes qu'il a utilisés peuvent changer la façon dont vous affrontez vos propres défis. Préparez-vous, car cette histoire va vous montrer que l'impossible n'est qu'une opinion. Le 12 septembre 1213, sous le soleil écrasant du Midi toulousain, Simon de Montfort contemplait une scène qui aurait terrifié n'importe quel commandant rationnel. Depuis les remparts de Muret, ce petit village fortifié au sud de Toulouse, il pouvait voir l'armée la plus massive jamais assemblée contre les croisés. 34 000 guerriers catalans, aragonais et occitans s'étendaient sur les plaines de la Garonne comme une mer de fer et de soie. Face à eux, Simon ne disposait que de 900 chevaliers et quelques milliers de fantassins épuisés par des mois de campagne sans relâche. La mathématique était simple et terrifiante. 38 ennemis pour chaque croisé. Le roi Pierre II d'Aragon, le monarque le plus puissant de la péninsule ibérique, celui qui avait vaincu les Maures à las Navas de Tolosa l'année précédente, commandait personnellement cette force apocalyptique. Ses bannières dorées flottaient au vent chaud comme des présages de triomphe certains. Autour de lui se tenaient les comtes Raymond VI de Toulouse, Raymond Roger de Foix et Gaston VI de Béarn, chacun amenant des milliers de guerriers assoiffés de vengeance contre les croisés français qui avaient dévasté l'Occitanie pendant 4 années sanglantes. Le soleil de septembre transformait les armures en fours de torture tandis que la poussière soulevée par 34 000 hommes créait un nuage qui obscurcissait l'horizon. L'air sentait le métal chauffé, la sueur de chevaux et cette odeur particulière qui précède toujours les grands massacres. Un mélange de peur et d'adrénaline que chaque soldat reconnaît instinctivement. Pour comprendre comment Simon de Montfort s'était retrouvé dans ce piège mortel, il faut remonter 4 ans en arrière, quand le pape Innocent III avait lancé la croisade contre les Cathares, ces hérétiques qui menaçaient à l'autorité de Rome dans tout le sud de la France. La croisade albigeoise n'était pas une guerre sainte ordinaire. C'était une campagne d'extermination déguisée en mission religieuse, où chaque ville conquise voyait ses habitants massacrés sans distinction entre catholiques et hérétiques. Simon de Montfort, noble français ambitieux et commandant militaire brillant, s'était taillé un empire personnel dans les ruines de l'Occitanie. Béziers était tombé en 1209 avec 20 000 morts en une seule journée. Carcassonne avait capitulé après un siège brutal. Minerve, Termes, Lavore, une litanie de villes réduites en cendres et de populations exterminées. Mais voici ce que les chroniques ne racontent pas sur la position désespérée de Simon en septembre 1213. Son armée était au bord de la désintégration. 4 années de campagne continue avaient épuisé ses ressources financières et humaines. Ses chevaliers, censés servir 40 jours par an selon les lois féodales, restaient par pure cupidité, attirés par les terres confisquées aux hérétiques. Beaucoup parlaient ouvertement de rentrer en France du Nord, convaincus que la conquête de l'Occitanie était impossible. Le contexte politique s'était dangereusement retourné contre les croisés. Pierre II d'Aragon, initialement neutre dans le conflit, avait été poussé à l'intervention par des calculs dynastiques complexes. Les comtes occitans massacrés par Simon étaient ses vassaux. Le comte de Toulouse était son beau-frère. Plus important encore, l'expansion française dans le sud menaçait directement les intérêts aragonais au nord des Pyrénées. Le roi Pierre avait gagné une crédibilité immense en écrasant les Almohades à las Navas de Tolosa en 1212, une victoire qui avait sauvé l'Espagne chrétienne de la reconquête musulmane. Le pape lui-même, embarrassé par la brutalité de la croisade, hésitait à soutenir Simon contre un roi qui venait de servir si brillamment la cause catholique. Pour Simon, cette bataille n'était pas simplement une question de survie militaire, c'était une question de survie politique. Une défaite signifiait la perte de tout ce qu'il avait conquis, le retour humiliant en France, et probablement la mort ou l'emprisonnement aux mains d'ennemis qui avaient des années de massacres à venger. La matinée du 12 septembre commença avec des présages qui auraient dû convaincre n'importe quel commandant rationnel de négocier la reddition. Les éclaireurs croisés rapportaient que l'armée aragonaise avait passé la nuit à moins de 2 kilomètres de Muret, leur feu de camp créant un horizon de lumière qui semblait s'étendre à l'infini. Pierre II avait méthodiquement positionné ses forces pour créer un piège parfait.
Sa cavalerie lourde, 12 000 chevaliers catalans parmi les meilleurs d'Europe, bloquait toute retraite vers Toulouse. Son infanterie, 22 000 hommes armés de piques et d'arbalètes, encerclait les murailles sud et est de Muret. Les comtes occitans, particulièrement Raymond de Foix, dont Simon avait massacré la famille à Lavore, juraient publiquement qu'aucun croisé ne sortirait vivant de cette journée. Mais voici ce que les chroniques ne mentionnent pas sur les erreurs stratégiques qui avaient amené Pierre II dans cette position apparemment invincible. Le roi aragonais avait commis la faute classique de tout commandant trop confiant. Il avait divisé ses forces, selon des lignes féodales plutôt que tactiques. Les Catalans formaient un corps séparé des Aragonais. Les Occitans, méprisant leurs alliés ibériques, refusaient de coordonner leurs mouvements. Plus critique encore, Pierre avait établi son campement principal à distance de ses unités avancées, créant un fossé de communication qui se révélerait fatal. La confiance aragonaise confinait à l'arrogance. Les chevaliers catalans, frais et reposés, plaisantaient sur le nombre de croisés que chacun tuerait avant midi. Les comtes occitans distribuaient déjà mentalement les terres de Simon entre leurs partisans. Pierre II lui-même, vêtu d'une armure si splendide qu'elle étincelait comme de l'or pur sous le soleil de septembre, avait déclaré que cette bataille ne serait pas un combat, mais une exécution. L'aube du 12 septembre révéla l'étendue complète du désastre imminent. Depuis les tours de Muret, les croisés pouvaient compter les bannières ennemies, s'étendant jusqu'à l'horizon. 34 000 guerriers contre moins de 1000 chevaliers. Les proportions défiaient toute logique militaire. Dans les chapelles improvisées à l'intérieur des murs, les prêtres entendaient les confessions d'hommes convaincus qu'ils verraient Dieu avant le coucher du soleil. Si vous appréciez cette histoire impossible, laissez votre like pour soutenir la chaîne et aider plus de personnes à découvrir ces leçons de courage qui traversent les siècles. À 9 heures du matin, l'attaque aragonaise commença avec la précision d'une machine de guerre parfaitement huilée. 2000 arbalétriers catalans s'avancèrent jusqu'à portée de tir des murailles de Muret, leurs carreaux sifflant dans l'air comme une tempête de métal. Les défenseurs croisés, cachés derrière les créneaux, ripostaient avec leurs propres arbalètes, mais la disproportion numérique rendait toute défense prolongée impossible. Chaque carreau d'arbalète croisée était répondu par 20 projectiles aragonais. Le bruit était assourdissant, un crépitement continu de cordes tendues et de fer frappant la pierre qui résonnait dans les rues étroites de Muret comme le tambour de l'Apocalypse. Puis vint l'assaut principal. À 10 heures, 6000 fantassins aragonais chargèrent les portes sud avec des béliers improvisés et des échelles d'assaut. Les défenseurs versèrent de l'huile bouillante depuis les remparts, lancèrent des pierres qui écrasèrent les crânes comme des œufs, mais pour chaque attaquant tué, 3 autres prenèrent sa place. La fumée des huiles enflammées se mêlait à la poussière soulevée par des milliers de pieds, créant un brouillard toxique qui brûlait les poumons et aveuglait les combattants. Les cris des mourants, les ordres hurlés en catalan, en occitan et en français, les hennissements terrifiés des chevaux, tout se fondait en une cacophonie infernale qui ressemblait aux portes de l'enfer s'ouvrant sur terre. Voici ce que les chroniqueurs ont omis de décrire avec précision. À 11 heures, les défenses de Muret commençaient à céder. Un pan de muraille sud, affaibli par des mois de négligence, s'effondra sous les coups répétés d'un bélier aragonais, créant une brèche de 15 mètres par laquelle des centaines d'attaquants se précipitèrent. Les croisés, combattant désespérément pour colmater la brèche, perdirent 60 chevaliers en 20 minutes de combat corps à corps. Le ratio des pertes était catastrophique. Pour chaque aragonais tué, 4 croisés tombaient. Simon de Montfort, observant le désastre depuis la tour principale, comprit que Muret tomberait avant le coucher du soleil si la bataille continuait dans ces conditions. La guerre psychologique ajoutait à l'horreur physique. Les comtes occitans, particulièrement Raymond de Foix, faisaient circuler des bannières portant les noms des croisés qu'ils avaient juré de tuer personnellement. Des héros criaient des listes de terres qui seraient confisquées, de femmes qui seraient violées, d'enfants qui seraient vendus en esclavage une fois Muret tombé. Cette guerre n'était pas simplement militaire, c'était une vendetta viscérale alimentée par 4 années de massacres et de terres volées. À midi, alors que le soleil atteignait son zénith et que la chaleur transformait les armures en fours, Simon prit la décision qui défierait toute logique militaire conventionnelle. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça? Encerclé de tous les côtés, sans personne pour vous aider, avec tout le monde qui attend votre échec? Cette sensation que vous menez une bataille que personne ne voit, que personne ne comprend, et vous commencez à penser que le problème c'est vous? Écoutez,
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent maintenant et qui vivent exactement ça en ce moment même. Et vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne voulez pas, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires, simplement comme ça. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Sérieusement, copiez-coller ça. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous défouler. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui pense à abandonner et qui verra votre commentaire et saura qu'il n'est pas seul. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Et en même temps, vous vous engagez envers vous-même. Alors, mettez la vidéo en pause maintenant. Descendez en bas et écrivez « Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Je vais lire chaque commentaire. Promis, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine, parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement les munitions dont vous avez besoin pour votre propre bataille. Alors Simon de Montfort fit quelque chose qui semblait totalement suicidaire. Au lieu de continuer à défendre les murailles, où ses forces s'épuisaient lentement, il ordonna à ses 800 chevaliers restants de se préparer pour une sortie offensive directe contre une armée 38 fois plus nombreuse. Ses commandants le supplièrent de reconsidérer. Guy de Montfort, son propre frère, argumenta que charger en terrain ouvert contre 34 000 ennemis équivalait à un suicide collectif. Bouchard de Marly, vétéran de 20 batailles, déclara ouvertement que Simon avait perdu la raison. Mais voici où la légende rencontre la réalité tactique. Simon avait passé les 3 heures précédentes à observer méticuleusement les positions ennemies depuis les tours de Muret, et il avait identifié la faille mortelle dans le dispositif apparemment parfait de Pierre II. L'armée aragonaise, confiante dans sa supériorité numérique écrasante, s'était dispersée selon des lignes féodales plutôt que tactiques. Les Catalans campaient à 2 kilomètres au nord. Les Aragonais occupaient l'est. Les Occitans bloquaient le sud. Entre ces 3 corps d'armée s'étendaient des espaces de coordination vulnérables où une force mobile pourrait frapper avant que les renforts n'arrivent. Plus critique encore, Simon avait remarqué que Pierre II avait commis l'erreur classique de tout commandant trop confiant. Le roi s'était positionné avec sa garde personnelle de 1000 chevaliers catalans en avant de son armée principale, séparée de ses réserves par près d'1 kilomètre de terrain ouvert. C'était une démonstration d'arrogance destinée à impressionner ses alliés occitans, mais cela créait une opportunité tactique mortelle. Si les croisés pouvaient atteindre et éliminer Pierre avant que ses 33 000 autres guerriers ne réagissent, l'armée entière perdrait sa cohésion de commandement. Le plan de Simon violait tous les principes de la guerre médiévale. La doctrine militaire du XIIIe siècle exigeait que les forces inférieures se défendent derrière des fortifications, usant l'ennemi par l'attrition jusqu'à ce que des renforts arrivent ou que les assiégeants se découragent. Charger en terrain ouvert avec un ratio de 38 contre 1 était considéré non seulement comme tactiquement stupide, mais comme moralement répréhensible, un gaspillage criminel de vie chrétienne. Regardez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes aussi senti encerclé, le dos au mur, pensant qu'il n'y avait pas d'issue. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts ou avaient plus de ressources. Ils ont gagné parce qu'ils ont trouvé un moyen quand tout le monde disait qu'il n'y avait pas de moyen. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent que renverser la situation est possible, qui vous inspirent à trouver votre propre stratégie quand tout semble perdu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de personnes qui ont transformé une défaite certaine en victoire impossible. Et écoutez, ce n'est pas que de l'histoire, c'est des munitions mentales pour vos propres défis. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge en bas et venez faire partie de cette communauté de personnes qui croient que l'impossible n'est qu'une opinion. À midi précis, Simon de Montfort ouvrit les portes nord de Muret et lança 800 chevaliers, dans la charge la plus audacieuse de l'histoire médiévale. Les croisés émergèrent en formation de coin, Simon lui-même à la pointe, sa bannière personnelle flottant derrière lui comme une flamme rouge dans le vent chaud de septembre. Le son était indescriptible. 800 destriers en armure complète galopant sur terrain dur créaient un grondement qui résonnait comme le tonnerre continu. Les lances de frêne de 4 mètres, serrées en formation, formaient une forêt de morts en mouvement. Les cris de guerre en français, latin et occitan se fondaient en un rugissement primordial qui glaçait le sang même des guerriers les plus endurcis. La réaction aragonaise révéla immédiatement les failles de coordination que Simon avait identifiées.
Les unités les plus proches de Muret, principalement des fantassins occitans, virent les croisés chargés mais n'avaient aucun moyen d'intercepter une force de cavalerie lourde en plein galop. Les Catalans, campés à 2 kilomètres, ne reçurent aucun avertissement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pierre II et sa garde personnelle, positionnés à l'avant par pure arrogance, se retrouvèrent soudainement isolés face à 800 chevaliers croisés chargeant à pleine vitesse. Le roi aragonais eut exactement 90 secondes pour réagir avant que l'impact ne vienne. Ces 1000 chevaliers catalans tentèrent de former une ligne défensive, mais la formation de coin des croisés était spécifiquement conçue pour briser les lignes statiques. Quand les deux forces se heurtèrent à 13 heures précises, le choc fut entendu à 3 kilomètres de distance. 800 lances frappèrent 1000 boucliers catalans simultanément, créant un bruit métallique assourdissant qui couvrait même les cris des hommes et des chevaux. La physique simple favorisait les croisés. Une charge de cavalerie lourde à pleine vitesse génère une énergie cinétique dévastatrice. Les chevaliers catalans, stationnaires et surpris, n'avaient aucune chance d'absorber l'impact. Les 3 premières lignes catalanes se désintégrèrent littéralement en 15 secondes. Les chevaliers projetés de leur selle ou transpercés par des lances qui ne s'arrêtaient pas après la première cible, mais continuaient à tuer jusqu'à ce qu'elles se brisent sur le 3e ou 4e homme. Simon de Montfort, combattant à la pointe du coin avec une fureur qui confinait à la possession démoniaque, se fraya un chemin directement vers les bannières dorées de Pierre II. Les chroniques décrivent Simon tuant personnellement 7 chevaliers catalans en moins de 2 minutes, sa masse d'armes écrasant les crânes et brisant les membres avec une efficacité mécanique. Mais voici où tout bascula. À 13h15, soit exactement 15 minutes après le début de la charge, Simon de Montfort atteignit Pierre II d'Aragon. Le roi, reconnaissable à son armure dorée et sa bannière royale, combattait avec le courage désespéré d'un homme qui réalisait trop tard son erreur tactique mortelle. L'affrontement entre les deux commandants dura moins de 30 secondes. La masse d'armes de Simon frappa le heaume de Pierre avec telle force que le métal se déforma, fracturant le crâne du roi et le tuant instantanément. Pierre II d'Aragon, vainqueur des morts, champion de la chrétienté, s'effondra de son cheval mort avant même de toucher le sol. L'effet psychologique fut instantané et dévastateur. Les 1000 chevaliers catalans de la garde royale, voyant leur roi tomber, perdirent toute cohésion. Certains tentèrent de récupérer le corps, d'autres cherchèrent à fuir, créant une confusion totale. Les croisés, sentant la victoire, redoublèrent de férocité. Ce qui avait commencé comme une charge suicidaire se transformait en massacre organisé. Les Catalans qui tentaient de tenir leur position découvrirent que combattre des chevaliers croisés motivés par 4 années de guerre d'extermination était très différent de combattre des morts sur des champs de bataille espagnols. À 13h30, soit une demi-heure après le début de la sortie, les restes de la garde catalane rompaient complètement. 700 chevaliers gisaient morts ou mourants autour du cadavre de leur roi. Les 300 survivants fuyaient vers leur ligne principale, semant la panique parmi les unités qui attendaient de rejoindre le combat. Mais Simon comprit que tuer Pierre n'était que la première phase. Les 33 000 autres ennemis réaliseraient bientôt ce qui s'était passé et convergeraient pour écraser ces 800 chevaliers épuisés. Il ordonna une retraite immédiate vers Muret avant que la masse aragonaise ne puisse réagir. Ce qui suivit défia toute logique militaire. Au lieu de poursuivre les croisés en retraite avec leurs forces écrasantes, l'armée aragonaise se désintégra. Sans Pierre pour coordonner les 3 corps d'armée séparés, les Catalans accusèrent les Aragonais de lâcheté. Les Aragonais blâmèrent les Occitans pour ne pas avoir alerté de la sortie croisée. Les comtes occitans, réalisant que leur protecteur royal était mort, commencèrent à négocier secrètement avec les croisés pour sauver leurs terres. À 14 heures, ce qui avait été une armée de 34 000 guerriers n'était plus qu'une collection d'unités féodales rivales sans commandement unifié. À 15 heures, les premières unités aragonaises commençaient à se retirer vers l'Espagne, déclenchant une panique générale. La poursuite se transforma en carnage. Les croisés, rejoints par des renforts qui arrivèrent de Toulouse maintenant que la menace semblait levée, massacrèrent les Aragonais en fuite sans pitié. Les chemins vers les Pyrénées se jonchèrent de cadavres sur 15 kilomètres. Les statistiques finales défiaient la compréhension. 8000 Aragonais et Catalans morts contre seulement 200 croisés. Un roi tué, 3 comtes capturés, une armée de 34 000 hommes dispersés en moins de 4 heures. Simon de Montfort
avait accompli l'impossible mathématique par génie tactique pur, transformant ce qui aurait dû être son exécution en la victoire la plus improbable du XIIIe siècle. Laissez dans les commentaires quel moment de cette bataille vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ça à votre propre défi. Construisons ensemble cette communauté de guerriers qui refusent d'abandonner. Les nouvelles de Muret atteignirent Rome le 25 septembre, déclencha l'un des célébrations qui durèrent 3 jours. Le pape Innocent III, qui avait hésité à soutenir pleinement la croisade face aux critiques de sa brutalité, déclara la victoire comme preuve de la faveur divine. Simon de Montfort devint instantanément le champion de la chrétienté, celui qui avait vaincu un roi en combat singulier contre des chances impossibles. Mais les conséquences réelles allaient bien au-delà de la propagande religieuse. La mort de Pierre II éliminait le seul obstacle sérieux à la conquête française du Sud. L'Aragon se retira complètement des affaires occitanes, concentrant ses énergies sur la péninsule ibérique. Les comtes du Midi, privés de leur protecteur, tombèrent l'un après l'autre au cours des années suivantes. Toulouse capitula. Foix fut écrasée. L'Occitanie indépendante, avec sa culture unique et sa tolérance religieuse, disparut sous les bottes des croisés du Nord. La bataille de Muret changea fondamentalement la doctrine militaire médiévale. Les académies chevaleresques de toute l'Europe étudiaient comment Simon avait transformé l'infériorité numérique catastrophique en victoire décisive en ciblant le commandement ennemi. La charge de coin concentré devint la tactique standard de la cavalerie lourde pour les 2 siècles suivants. Plus importante encore, Muret prouva que dans la guerre médiévale, décapiter le commandement pouvait compenser presque n'importe quel désavantage numérique. Simon de Montfort continua sa campagne brutale jusqu'à sa mort en 1218 lors du siège de Toulouse, tué par une pierre de catapulte lancée, selon la légende, par une femme. Mais son héritage à Muret survécut. La France monarchique avait conquis le Sud, créant l'État-nation qui dominerait l'Europe pendant des siècles. Le 12 septembre 1213, dans les plaines brûlantes de Muret, 900 chevaliers désespérés avaient affronté 34 000 ennemis dans ce qui aurait dû être le massacre le plus unilatéral de l'histoire médiévale. Au lieu de cela, Simon de Montfort avait accompli l'impossibilité mathématique par perfection tactique, prouvant que parfois, juste parfois, le courage et la ruse comptent plus que les nombres. En 4 heures de combat, il avait sauvé la croisade en démontrant que même les armées les plus massives ont des limites quand elles rencontrent des leaders qui refusent d'accepter que la défaite est inévitable.